Et si je te disais que la façon dont poussent tes plantes dépend de l'eau avec laquelle tu les arroses? Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de l'eau d'arrosage au robinet. Donc c'est pour toutes les personnes qui arrosent au robinet, qui n'ont pas moyen de récupérer l'eau de pluie. On va se baser sur, on va dire que tu as un balcon et que tu sais pas trop gérer l'eau d'arrosage. Donc on va partir là-dessus, mais même si tu as un jardin, tu vas apprendre plein de choses, tu vas comprendre plein de trucs, je vais te donner pas mal d'astuces. Donc on va voir comment assainir ton eau, on va voir comment l'enrichir aussi au passage. Je te filerai aussi des astuces pour économiser de l'eau. Si tu as une gouttière, par exemple, là tu es sur un balcon ou une terrasse devant ta maison et que tu as une gouttière, et dis-moi-le et je te ferai un petit podcast pour voir comment tu peux récupérer l'eau de pluie. Il y a déjà un article que tu peux retrouver en comment récupérer l'eau de pluie, le potager minimaliste, en tapant ça sur internet. Tu devrais retrouver cet article, mais dis-moi-le en commentaire si tu veux, je te le ferai en version podcast. Je le fais de plus en plus pour mes articles, et je sais qu'il y en a qui préfèrent la version article, ça va droit au but, et il y en a aussi, je sais qui préfèrent la version podcast pour écouter quand ils font autre chose, qu'ils jardinent ou autre. Donc voilà, si ça te dit, dis-le moi en commentaire, tu marques eau de pluie et récupérer l'eau de pluie, et comme ça, ça me mettra un petit rappel pour faire ce podcast, comme quoi voilà, ça intéresse des gens, ça t'intéresse. Donc voilà, reste bien jusqu'à la fin, je te filerai ma recette de purin d'eau du robinet, comme ça tu verras, je vais t'aider à charger ton eau en engrais naturel. Donc pense aussi à t'abonner, à mettre un petit pouce, à partager ce podcast. Oublie pas aussi de laisser un petit commentaire, ça fait plaisir de vous lire. Des fois j'ai des petits commentaires qui me soutiennent, on me dit ouais, ils sont bien tes podcasts, ça m'aide, tout ça, ça fait plaisir. Merci à ceux qui laissent un petit commentaire. Et puis voilà, si tu as des questions, pareil, n'hésite pas à laisser tes commentaires pendant le podcast. Et puis voilà, sur ce, on va commencer, et on va commencer avec la problématique un peu de l'eau du robinet. Pourquoi c'est pas bien, c'est pas top? Il n'y a rien qui est bien ou pas bien, mais pourquoi c'est pas top d'arroser ces plantes à l'eau du robinet? Déjà, ce que je voulais te transmettre, on va dire, c'est qu'une eau qui traverse un sol vivant, un sol riche, elle devient une eau chargée en engrais naturels. Je sais plus où j'avais entendu ça, mais l'eau est plus importante par ce qu'elle emporte que par ce qu'elle apporte. L'eau, il n'y a pas d'eau qui va... je vais pas aller plus en détail, mais l'eau va pas t'apporter des choses, mais elle va plutôt... l'eau c'est un conducteur, elle va emporter des choses, et quand une eau sort du robinet, elle est pleine de calcaire, donc elle est pleine aussi de produits elle a été traitée avec des produits, elle est pleine de calcaire, et du coup, si tu utilises directement cette eau pour arroser tes plantes, tout ce qu'elle a emporté avec elle, c'est-à-dire le calcaire, etc., les produits chimiques et tout, tu vas le mettre dans tes plantes, et du coup, c'est pas top. Alors que si ton eau, elle traverse, par exemple dans la nature, l'eau, elle passe déjà dans l'atmosphère, et dans l'atmosphère, on va dire qu'elle se charge un petit peu de nutriments, d'oligo-éléments, il y a plein de... Dans l'atmosphère, il y a de l'azote, il y a des choses comme ça, et l'eau la récupère, et quand elle arrive au sol, elle est déjà chargée un peu en nutriments, en engrais naturels, tu vois, et en plus, elle n'est pas chargée en calcaire. Vraiment, ça c'est typique de l'eau du robinet, elle est chargée en calcaire, et le problème avec le calcaire, c'est que le calcaire, il va bloquer l'absorption de la plupart des nutriments qu'il y a dans le sol. Donc quand tu vas arroser tes plantes avec du calcaire, tu vas empêcher tes plantes, tu vas empêcher les nutriments de passer dans l'eau et d'aller dans tes plantes. Donc vraiment c'est pas top. On va essayer d'éviter d'avoir le calcaire dans l'eau. C'est vraiment l'objectif principal, on va dire, c'est de enlever le calcaire. Donc voilà, l'eau du robinet, elle est très pauvre en nutriments, très pauvre en calcaire, et très riche en calcaire et très riche en produits chimiques. Donc, pour se débarrasser du calcaire, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement faire décanter l'eau. C'est-à-dire qu'on va laisser l'eau, tu vas la laisser, l'eau, le calcaire, en fait, au bout d'un moment, il s'évapore. Voilà, au bout
un jour ou deux, le calcaire s'évapore. Donc ce qu'on va chercher à faire déjà, c'est de mettre en place une sorte de zone tampon, un endroit sur ton balcon ou dans ton jardin. Ça va être la zone tampon. Préfère mettre cette zone au plus proche de chez toi, de l'intérieur. Donc si tu es sur un balcon, bah voilà, ça va être pratique. Mais si tu as un jardin, cette zone tampon où tu vas stocker l'eau pour la faire décanter, il ne faut pas qu'elle soit au fond du jardin, sinon ça ne va pas marcher. J'en reviens au design en permaculture où on aménage son jardin en fonction d'un zonage. La zone 0, c'est ton lieu de vie. La zone 1, c'est la zone la plus proche de ton lieu de vie. La zone 2, celle qui est un petit peu plus loin, où tu vas aller un petit peu moins souvent, etc. etc. Je ferai aussi, il y a bientôt un article qui va sortir sur mon site sur le zonage en permaculture. Et j'en ferai probablement aussi un podcast. Mais pour dire que ta zone tampon où tu vas stocker l'eau pour la faire décanter, mets-la en zone 0 ou 1. Enfin, le mieux, c'est en zone 1. Après, si tu peux pas en zone 0, mais voilà, le mieux, c'est en zone 1 au plus près de ton lieu de vie. Donc si tu es sur un balcon, bah, c'est parfait. Donc voilà, le but ça va être vraiment d'avoir une zone tampon à un endroit où tu sais que tu peux déposer de l'eau, on verra ça un petit peu plus tard, et prendre de l'eau. Et cette zone tampon va être important parce que ça va être aussi un endroit où l'eau va pouvoir se décanter, où le calcaire va s'évaporer. Et on va pouvoir aussi faire plein de choses. On va voir tout ça. Donc l'avantage d'avoir aussi une zone tampon avec de l'eau, hein, on va stocker l'eau dans différents... on va pouvoir stocker l'eau, tu peux les stocker dans des seaux, tout simplement, tu peux les stocker dans des petits seaux, dans des arrosoirs, tu peux stocker dans des bidons, dans des poubelles, tu peux même mettre dans une baignoire, tu vois, mais voilà, tout ça c'est aussi en fonction du poids. Si tu es en ville, sur un balcon, tu vas peut-être pas forcément mettre une baignoire parce que ça pèse lourd, tu veux pas que ton balcon s'effondre, et en plus la baignoire, bah, ça prend quand même pas mal de place, et sur les balcons, on essaye de maximiser l'espace, et si tu mets une baignoire, bah, ça prend beaucoup de place au sol, et c'est pas ce qu'on cherche. Donc voilà, après si tu as de la place, et que tu as un balcon très 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 solide, pourquoi pas une baignoire, mais voilà, même un petit seau, un arrosoir, des petits bidons, ça peut fonctionner. Juste fais attention si tu récupères des bidons, je sais pas si ton voisin il te dit ouais moi je récupère plein de bidons au boulot, il n'y a pas de problème, je te file tes bidons. Faudrait pas que ça soit du désherbant, sinon ça va pas être top pour tes plantes. Donc voilà, renseigne-toi bien sur qu'est-ce que contenait le bidon avant, et préfère les bidons alimentaires, tout ce qui est voilà, contenant alimentaire. Voilà. Oublie pas aussi que il y a un avantage à avoir de l'eau qui est stockée à un endroit. Une masse d'eau, c'est un régulateur thermique. Pareil, pour ton design, c'est important. Tu peux par exemple mettre dans ta serre une masse d'eau, et ça va éviter éviter les gros écarts de température. Voilà, ça va réguler les écarts de température. Par exemple, au lieu que ta serre elle perde 4 ou 5 degrés en 1 heure, et ben en 1 heure, grâce à une zone où tu mets à une masse d'eau, et ben elle va perdre que 3 ou 4 degrés en 1 heure. Tu vois, ça va ralentir les écarts de température, et donc ça peut être intéressant d'avoir justement cette zone tampon et de s'en servir dans son design pour mettre des choses à côté de cette masse d'eau qui ont besoin d'avoir une température qui soit assez stable, comme par exemple un lombricomposteur si tu es sur un balcon, etc., etc. L'autre avantage, c'est que ça te permet d'avoir un point d'eau tout simplement à disposition. C'est bête, mais d'avoir de l'eau à disposition quand tu jardines, c'est toujours intéressant. Tu peux te laver les mains, tu peux arroser des plantes, tu peux nettoyer des choses. Attention à ce que tu nettoies, pareil. Donc voilà, un point d'eau, c'est aussi hyper intéressant dans le jardin. Donc ça, c'est un avantage aussi. Et aussi, un autre avantage, justement, on va y revenir un peu plus en détail, c'est d'avoir un endroit où tu peux verser, entre guillemets, tes eaux usées. Alors les eaux usées, ça va être des restes, je sais pas, de tisane, que t'as pas fini ta tisane, t'as pas fini un verre d'eau, bah au lieu de le mettre dans l'évier, paf, tu peux aller te mettre dans cette zone tampon, dans ton arrosoir ou autre. Donc c'est bien d'avoir ce réflexe, d'avoir cette zone d'eau où on sait que là-bas, je peux aller déposer de l'eau et en même temps, elle va se décanter
Voilà, ça peut aussi être de l'eau de lavage des légumes, etc., etc. Donc c'est intéressant d'avoir un endroit, un point d'eau, tout simplement, un nouveau point d'eau sur ton balcon. Même sur un balcon, on est content d'avoir un nouveau point d'eau où on peut aller en plus déposer et récupérer de l'eau. Donc voilà. Où on va aussi, ce qu'il faut penser, c'est où est-ce que tu vas mettre cette zone tampon. Donc c'est important de mettre cette zone tampon à l'ombre, surtout en été, quoi. En général, l'eau, quand on va commencer à la stocker pour l'arrosage et tout, donc on va arriver à l'été. En hiver, tu vas plutôt ranger tout ça dans un coin et y ressortir au printemps. Donc l'été, on veut que cette zone, elle soit à l'ombre. On veut pas qu'elle soit en plein soleil. On veut pas que ton seau, ton arrosoir, ton bidon, ta baignoire ou autre soit en plein soleil. Donc tu vas essayer de trouver un endroit sur ton balcon où tu peux mettre tout ça à l'ombre. Ça peut être par exemple derrière une rambarde, ça peut être sous, tu vois, tu peux avoir une sorte de table sur ton balcon, sous la table, etc., etc. Donc voilà, le but c'est vraiment que ça soit à l'ombre, un petit peu caché, dans l'ombre, pour pas que ça, justement que ça soit en plein soleil pour les écarts de température, pour aussi que la lumière traverse dans l'eau. Il faut vraiment que ça soit ombragé et voilà. Ce que tu peux faire aussi, c'est d'avoir un couvercle dessus. C'est important de mettre un couvercle pour pas qu'il y ait les moustiques, par exemple, pour pas qu'il y ait... c'est toujours bien de mettre un petit couvercle. Pareil, ça protège l'eau, de la lumière, des écarts de température, etc. Donc pense aussi à avoir un couvercle sur cette par exemple, imaginons que ce soit une poubelle, tu choisis une poubelle, là, tu sais, poubelle en plastique noir, là, et ben paf, tu mets l'eau dedans avec un couvercle, et et en plus, sur le couvercle, tu peux mettre d'autres choses, tu peux mettre un autre arrosoir, ou tu peux mettre des outils de jardin, ou je sais pas, un chiffon ou autre, bref, voilà, il faut penser au couvercle. Et d'ailleurs, une chose, c'est si tu fais décanter ton eau, tu peux par contre enlever le couvercle quelque temps pour que l'eau puisse s'évaporer. Parce que ça serait con si l'eau s'évapore et finalement le calcaire, s'il peut pas s'échapper, il va se mettre sur ton couvercle, il va retomber à l'intérieur et au final ton calcaire va pas pouvoir s'échapper. Donc si vraiment tu charges bien ton seau d'eau là, s'il est bien chargé en eau du robinet, à ce moment-là, tu vas le laisser 24 ou 48 heures à l'air libre pour que le plus gros du calcaire puisse s'évaporer, et après tu peux le recouvrir tranquillement et puis après t'en servir pour l'arrosage au final. Donc pense aussi, je le répète souvent, mais c'est l'avantage d'avoir, surtout si tu es sur une terrasse ou un balcon, pense aussi à mettre des roulettes. Pourquoi pas mettre ta poubelle sur un plateau à roulettes? C'est toujours sympa de pouvoir facilement déplacer de tout seul, pouvoir déplacer, surtout si tu as des problèmes de dos ou tu as du mal à déplacer des charges lourdes, paf, un petit plateau à roulettes, ça coûte rien. Tu peux même le fabriquer toi-même avec des planches de récup, avec par exemple des palettes, du bois de palette et tout. Tu peux aussi acheter des roulettes et voilà, tu te fais rapidement un petit plateau à roulettes et paf, tu peux déplacer ton eau un petit peu partout. Ça aussi, on s'en sert pas tous les jours, mais on est content quand de temps en temps on a besoin de bouger de certaines choses, que ça soit sur roulette, c'est hyper pratique. Moi je conseille d'avoir quasiment tout sur roulette, le plus possible de choses sur roulette sur ton balcon, et du coup c'est vraiment l'avantage numéro 1 sur le balcon. Donc voilà, et maintenant on va passer à qu'on a vu tout ça, on va passer à pourquoi et comment on va enrichir cette eau. Je parlais de ça au début du podcast. Comment est-ce qu'on va enrichir cette eau, parce que l'eau elle est chargée. L'eau se charge, l'eau c'est un conducteur. Dans l'eau, tu as des minéraux, tu as des nutriments, tu as des oligo-éléments, tu as aussi des sucres. Il y a plein de choses dans l'eau, et toutes ces choses, elles vont être assimilées par les plantes parce que justement elles sont dans l'eau, parce que l'eau les a rendues solubles. Dans un sol, les plantes elles viennent pas avec leurs racines, elles grignotent pas la terre pour aller récupérer des nutriments. C'est les micro-organismes du sol qui grignotent la terre et qui libèrent les minéraux, les nutriments, les oligo-éléments, etc. Et l'eau, quand elle arrive, elle rend tout ça soluble, et les racines boivent, et en buvant, elles absorbent tous les minéraux, tous les nutriments, tous les oligo-éléments. Donc c'est vraiment un conducteur, et
on va voir comment nous, on peut la charger de ces minéraux, ces nutriments, etc. Déjà, même si tu es dans un pot de fleurs, fais en sorte d'avoir un sol vivant, avec des vers de terre, avec de la matière organique. Oublie le terreau stérile. Le terreau, hein, c'est stérile. Il y a des nutriments, mais qui sont en quantité limitée. Et en plus, ouais, c'est vraiment stérile, parce que je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui, mais la plupart du temps, le terreau, c'est stérilisé, donc à haute température pour éliminer tous les parasites, les maladies ou je sais pas trop quoi. Et du coup, bah, c'est un truc qui est mort. Tout est mort, il n'y a pas de vie à l'intérieur. Et voilà, tu es obligé de mettre de l'engrais tout le temps. Tes plantes, en fait, la terre n'est finalement qu'un support. Et toi, tu es obligé d'apporter les engrais, les nutriments, les oligo-éléments, de faire ta petite bouillasse chimique pour pouvoir faire en sorte que tes plantes n'aient pas de carence. Donc du coup, bah, tu es tout le temps... voilà, c'est un peu aussi comme l'agriculture industrielle. Je sais que c'est un sujet un peu sensible de dire oui, l'agriculture industrielle, c'est pas bien parce que les sols sont morts, parce que ci, parce que ça. Et on va te répondre, ouais, mais comment tu nourris la planète, etc., etc. Bah ouais, mais c'est sûr que ça a été une solution qui nous a aidés à un moment, mais voilà, le problème de base de l'agriculture, c'est quoi? C'est qu'on consomme plus de calories qu'on en produit. Ça veut dire qu'on gaspille plus d'énergie à produire, on gaspille plus d'énergie qu'on en produit. Donc du coup, au final, c'est un système, c'est un modèle qui va vers l'appauvrissement des sols, vers l'appauvrissement de tout en fait. Et il faut qu'on trouve une nouvelle agriculture, une nouvelle façon de faire pousser notre nourriture, et pas que le côté potager, maraîchage, mais aussi voilà, pour les grains, le maïs, le blé, tout ça. Il faut qu'on trouve aussi une nouvelle façon de faire finalement de faire de l'élevage et de nourrir nos animaux tout en voilà, il y a plein de trucs là, les micro-fermes, il y a plein de choses, c'est pas le sujet du podcast, mais en gros, le fait d'avoir un sol vivant, eh ben ça va justement te permettre à tes plantes d'avoir un stock qui se renouvelle, et toi tu peux même nourrir ton sol en apportant de nouvelles matières organiques, et la vie du sol va dégrader cette nouvelle matière organique, et du coup voilà, tu as un système dans lequel tu peux apporter régulièrement au fur et à mesure des années, même dans des pots de fleurs, tu peux apporter des nutriments, des oligo-éléments, des minéraux et tout ça, et nourrir ton sol, nourrir tes micro-organismes, et au final nourrir tes plantes. C'est un peu comme, imagine tu as une éponge, et dans l'éponge, ouais, c'est un exemple pourri, mais bon, on va le faire. T'as l'éponge, et c'est comme si t'avais juste l'éponge, mais t'avais pas de savon à l'intérieur. Quand l'eau, elle passe dans l'éponge, bah tu essores ton éponge, et finalement c'est que de l'eau. Alors que si dans ton éponge il y a un petit peu de savon, de saponine, et que finalement tu fais passer de l'eau, et là tu l'essores, bah en fait il y a plein de mousse. Mon exemple est nul, hein. Mais en gros, c'est pour dire que ton terreau, c'est un peu, voilà, c'est entre autres un support, mais il y a aussi, grâce à la vie du sol, tout plein de petits minéraux, de petits nutriments et tout qui sont disponibles. Et dès que l'eau arrive, eh ben, elle libère tout ça, elle le rend soluble, et tes plantes, elles peuvent en profiter. Bref, on va pas s'attarder, on va pas faire un cours sur la vie du sol, mais en gros, c'est ça. Donc, comment toi, tu vas pouvoir enrichir ton eau dans ta zone tampon, dans ta baignoire ou dans ton seau, dans ton arrosoir. Même dans un arrosoir, tu peux le faire, dans un petit seau de 5 litres. Et on va appeler ça le thé de compost express. Donc moi, je le fais voilà, souvent. J'aime bien faire un petit thé de compost rapide. Ça peut être dans un arrosoir, ça peut être dans un gros seau. Moi, j'ai souvent un gros seau que je sors en plein été. Et je mets de l'eau, et puis voilà, je fais mon thé de compost. Donc tout simplement, qu'est-ce que je fais ? C'est tout simple. Tu peux, si tu as du lombricompost, tu as un lombricomposteur, bah, tu peux prendre une petite poignée de lombricompost. Tu vas éviter de prendre là où il y a des vers de terre pour pas mettre les vers de terre dans l'eau. On va les laisser dans le lombricomposteur. Mais tu peux prendre du compost que tu récupères de quelque part. Tu peux prendre du lombricompost, et tu peux aussi utiliser des mauvaises herbes, faire une sorte de purin. Mais déjà, on va rester plutôt sur le compost, lombricompost. Ce que tu peux faire, c'est par exemple, tu as ton seau, et tu vas mettre 3-4 poignées de compost, tout dépend un peu, voilà, tu fais au feeling, hein, on va pas être là à 30 grammes de ci, de ça, c'est au feeling, voilà, c'est
c'est le bon sens, et tu mets 3-4 poignées dans l'eau, et le but ça va être de mélanger, d'avoir un bâton dans ton seau ou autre, et de mélanger, mais genre énergétiquement, très très fort, tu mélanges, et en fait le but ça va être d'oxygéner ton eau, parce que dans ton compost et dans ton lombricompost, tu vas avoir des micro-organismes qui sont à l'intérieur, et si tu apportes de l'oxygène et de l'eau à ces micro-organismes, ils vont pouvoir se reproduire, ils vont pouvoir dégager de l'énergie, et du coup après toi tu vas arroser tes plantes avec ça, et tu vas avoir tous les bénéfices de cette eau chargée en minéraux, en micro-organismes, en nutriments et tout ça. Donc le but c'est de jeter quelques poignées de compost, de lombricompost dans l'eau de temps en temps quand tu veux faire un arrosage pour booster tes plantes, et tu arroses énergétiquement, tac tac tac, tu vois, t'es pas obligé d'avoir tout le temps de l'eau claire comme ça dans tes seaux, hein. Tu peux faire des thés de compost, des thés de lombricompost comme ça, où tu mélanges pour apporter de l'oxygène. Tu peux aussi faire en sorte des sortes de purins avec, si tu as pas mal de mauvaises herbes entre guillemets, et ben ce que tu peux faire c'est quand tu coupes ou arraches, vaut mieux couper les mauvaises herbes. Pareil, il y a un podcast, tu peux le chercher sur mes anciens podcasts, il y a un podcast sur le désherbage, tu marques comment désherber en permaculture, et tu devrais le retrouver. Et donc voilà, moi je conseille plutôt de couper les mauvaises herbes, d'arracher tout le système racinaire. Après ça dépend, si tu as des grosses plantes, des grosses plantes avec des gros systèmes racinaires, à ce moment-là tu vas peut-être pas, des gros chardons par exemple, tu vas peut-être arracher la racine parce que tu veux pas que ça reste, ou des grosses herbes, là, des grosses touffes comme dans les prés, pareil tu vas peut-être pas laisser s'installer ça. Mais voilà, la plupart du temps on peut juste couper l'herbe au pied, ça marche très bien, le système racinaire il meurt, et en plus il nourrit le sol, il crée des galeries, tout ça. Donc ce que tu peux faire, donc c'est une sorte de purin. Tac, les mauvaises herbes t'arraches, tu les mets dans ton eau, paf, tu refermes le couvercle, t'es pas obligé de mélanger, tu laisses comme ça, tu laisses quelques jours, et après tu reviens. Tu peux mélanger tous les jours une fois, voilà, tu viens de temps en temps, mais t'es pas obligé cette fois-ci de mélanger hyper fort, quoique si, en fait, moi quand je fais du purin, je mélange quand même assez fort pour que ça fasse des bulles, tu vois. Mais voilà, tu peux juste faire comme un peu une tisane finalement, une infusion de mauvaises herbes dans tes bidons, et ça va pareil apporter des minéraux, des nutriments, plein de choses hyper intéressantes pour ton eau. Et voilà, tu peux aussi faire ça avec de la terre que tu récupères dans un bon jardin bien riche, ou dans un milieu naturel, une forêt publique, où tu as demandé l'autorisation à l'Élysée d'aller récupérer une poignée de terre dans la forêt. Tu peux aussi utiliser du bois mort, tu peux utiliser des feuilles mortes, voilà, tout ce qui est matière organique qui vient d'un milieu naturel, c'est toujours bénéfique, ça va toujours apporter de la vie. Bien sûr, on évite de mettre des petites bébêtes dans l'eau, on va pas les noyer non plus, mais voilà. Et si tu es courageux, il y a aussi une autre chose que tu peux faire, c'est de pisser tout simplement, d'uriner dans tes seaux. Après, quand on est en ville, c'est un petit peu compliqué pour avoir de l'intimité, tout ça. Il faut aussi être un petit peu courageux pour se dire je vais pisser dans l'eau et après je vais arroser mes plantes. Mais voilà, il y a des bouquins qui ont été écrits là-dessus, donc je t'invite à aller te renseigner là-dessus. L'urine, c'est plein d'azote, tout ça, donc tu peux, si tu es courageux et que tu as un peu d'intimité, tu peux faire l'expérience. Et donc voilà, donc comme je disais, il faut bien mélanger tout ça. Donc ce que tu peux faire, c'est de mettre je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros, tu sais, comme dans les aquariums, tu peux mettre un oxygénateur. C'est comme une pompe, un petit moteur là que tu vas pouvoir immerger dans l'eau, et en fait il va faire des bulles, il va produire de l'oxygène dans l'eau. Du coup ça tu peux le mettre avec un panneau solaire, un panneau solaire, et voilà, ça ne demande pas beaucoup d'énergie, et tu peux comme ça continuellement, tu vois, toute la journée, l'oxygénateur il va faire un petit peu d'oxygène, c'est comme si toi tu remuais un petit peu tout le temps, et vu que les micro-organismes qui vont dégrader tout ce qu'on a besoin en nutriments et minéraux sont des micro-organismes qui sont plutôt aérobiques, qui ont besoin d'oxygène. C'est pour ça en fait qu'on mélange, que je te parle de mettre un oxygénateur, c'est parce que les micro-organismes ils ont besoin d'oxygène, donc voilà, tout simplement. Donc ça tu peux le faire, moi je l'ai pas expérimenté, mais je sais qu'il y en a qui le font, notamment pour le thé de compost.
Mais voilà, c'est pas obligatoire, hein, tu peux remuer. Moi, j'essaie de faire vraiment les choses toujours au plus simple, facile, tu vois, que je peux mettre en place facilement moi-même, que je peux réparer facilement, tout ça, tu vois. Donc, je suis jamais trop allé dans les trucs comme ça, électronique, oxygénateur, panneaux solaires et tout. Mais ça peut être hyper intéressant, notamment si t'es souvent absent ou tu peux pas, voilà, tu es obligé de t'absenter. Bah, tu peux mettre un petit oxygénateur, tu peux mettre plein de choses avec des panneaux solaires hein, pour ouvrir ta serre ou je sais pas quoi faire. Et voilà. Par contre, une chose par rapport au fait de remuer, si par exemple t'as pas fait décanter l'eau, c'est-à-dire que t'as mis l'eau du robinet directement et après tu veux tout de suite ou quelques heures plus tard faire un thé de compost avec les mauvaises herbes, le compost ou le lombricompost, eh ben dis-toi que le calcaire, ou si par exemple t'as pas refermé ton bidon, tes seaux ou quoi, bah dis-toi que le calcaire, au lieu de s'évaporer, va plutôt avoir tendance déjà à tomber au fond. Donc il va se déposer au fond du seau. Donc il se peut, ça tu peux le voir aussi, s'il n'y a pas des trucs blancs comme de la poudre blanche au fond de ton seau ou au fond de ton eau tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas un peu de calcaire? Et si c'est le cas, bah, le problème c'est que si tu remues, bah, tu vas remettre le calcaire en circulation, on va dire. Donc si vraiment tu vois que le calcaire s'est bien déposé au fond et qu'il ne s'est pas évaporé, bah, à ce moment-là, je te conseillerais plutôt de transvaser ton eau quelque part et d'enlever le calcaire qu'il y a au fond pour pouvoir, tu vois, faire ne plus avoir ce calcaire parce que voilà, il va toujours poser cette problématique, comme je disais en début de podcast. Il va empêcher les nutriments d'être absorbés. Il va se déposer dans ta terre, comme ça, il va empêcher les nutriments d'être absorbés. Donc voilà, on va essayer d'éviter le calcaire. Donc voilà, tu peux jeter un œil. Voilà, si tu vois que tu as un gros dépôt blanc au fond de ton eau, bah peut-être que ça serait intéressant de utiliser soit directement l'eau, parce que vu que le calcaire au fond, toute l'eau qu'il y a en haut et toute l'eau finalement c'est de l'eau douce quoi, tu peux l'utiliser directement, elle ne sera pas chargée en calcaire, ou soit tu la transvases pour faire ta petite tambouille, tout ça. Et aussi, bah, sinon tu peux aussi t'en foutre, c'est pas grave, tant pis, tu remélanges avec le calcaire, c'est pas grave, mais ça serait dommage quoi, voilà. Après des fois, y a des eaux qui sont beaucoup plus chargées, ça dépend de là où tu habites, mais il y a des eaux qui sont beaucoup plus chargées en calcaire, et là ça se voit énormément, et là on va essayer quand même d'éviter, mais la plupart du temps le calcaire s'évapore, et donc voilà, tu peux vérifier un petit peu en regardant au fond de ton seau. Voilà, si ça t'a intéressé et que tu as un balcon en permaculture avec un jardin, tu vois, si tu veux faire ton potager, ton jardin en permaculture sur ton balcon, j'ai une formation complète, je te mets le lien en description, c'est micro-jardin en permaculture. Tu verras, il y a une page de présentation, après tu t'inscris, puis tu reçois quelques mails où je te présente un peu la formation, et je t'apporte aussi même si tu prends pas la formation, il y a plein de valeurs dans ces emails, et voilà, tu as juste à t'inscrire, tu peux te désinscrire dans chaque email, je t'en envoie pendant une petite semaine ou deux, et après voilà, je te laisse tranquille, et tu peux te désinscrire dans chaque mail et rejoindre la formation. Donc n'hésite pas, c'est vraiment une formation hyper complète où je t'accompagne du début à la fin quasiment, où vraiment on part de l'idée de ton jardin sur ton balcon, on réfléchit à tes besoins, à tes objectifs, on va faire une analyse du climat, de ton exposition pour bien choisir tes plantes, tout ça. On va aussi voir comment construire, tu vas construire tes propres jardinières, comment choisir tes pots de fleurs, quelle matière, on voit tous les matériels dont tu as besoin pour jardiner sur ton balcon, on voit tout, je me souviens pas, en vrai, il faudrait aller voir. Mais après, voilà, pareil, comment est-ce qu'on commence à jardiner, comment est-ce qu'on fait les semis, comment est-ce qu'on fait son potager, mois par mois, il y a vraiment tout. C'est une formation hyper complète, où on part de l'idée jusqu'aux premières récoltes, et même toute l'année, il y a le calendrier, voilà, il y a même un module de la formation pour chaque mois de l'année, où je te dis quoi faire, etc., etc. Donc n'hésite pas à aller voir ça dans la description, je te laisserai un lien, c'est micro-jardin en permaculture, et si tu as des questions, des remarques, il y a toujours l'espace des commentaires qui est là, et puis voilà, pense à t'abonner, à liker et à partager. Sur ce, je te souhaite bon jardinage, bon arrosage, et on se retrouve dans un prochain épisode. Salut!